Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café entre amis. Je serai votre animatrice Audrey et je suis avec mon amie, ma partner, celle à qui je pense vraiment très souvent, Catherine. Comment ça va? Allô, ça va mal parce qu'on a fini de parler du FLQ pour toujours, mais ça va bien parce que la vie continue. La vie continue et aujourd'hui tu as une nouvelle histoire de crime, un old-timey, si je ne m'abuse. Un old-timey de la Rive-Sud, je retourne à mes premiers amours. Ah, et on retourne à la Rive-Sud. Comment ça va la Rive-Sud? Qu'est-ce qui se passe par chez vous? Y a-t-il encore des renards? Elle allait pas bien. Ah non, il y a pas de renards dans cette histoire-là, mais il y a d'autres histoires par exemple, c'est le fun. Ooh. Alors Catherine, dis-moi, qu'est-ce que nous allons boire aujourd'hui pour accompagner ton histoire et tes grimaces? Aujourd'hui, on va boire du café décaféiné qui nous a été fourni par le Roasters Pack. Alors, on rappelle, le Roasters Pack, là je vais le dire d'un ton très agressif pour faire changement. Le Roasters Pack est un service d'abonnement de café. Vous pouvez choisir votre torréfaction de café, mais aussi votre mouture de café. Voulez-vous du café moulu ou du café pas moulu? Voulez-vous du café régulier ou du café torréfié foncé ou du café décaféiné? Qu'est-ce que tu veux? Le Roasters Pack vous offre toutes ces options et encore plus. Et moi, j'ai un abonnement décaféiné qui va se terminer bientôt parce que mon chum était tanné d'être fatigué tout le temps. Fait que là, on repasse au normal. Mais pour l'instant, je suis encore décaféiné, ça va bien. Puis là, aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur dans ma dernière batch. C'était le ZZZ Decaf de The Library Specialty Coffee, qui est un torréfacteur qui vient de Toronto, en Ontario. Il y a juste un Toronto. C'est en Ontario. On sait c'est où. Donc, c'est un café qui est un single origin coffee. Donc, le café, il vient tout de la même place. Il vient de la Colombie, de la région de Timana. Et c'est un café qui a été décaféiné au procédé d'eau suisse. Je sais pas c'est quoi, mais il paraît que c'est le meilleur procédé pour décaféiner du café. C'est très naturel. Ça sonne fancy en sioux, là. Ça sonne fancy en tabarnouche. C'est un café qui a des notes de mélasse. De mélasse. C'est ça? Je sais pas comment prononcer ce mot. La mélasse, le chocolat et les raisins. Oh! Mais les raisins, les raisins secs. Oh. Donc, c'est un café qui est un peu sucré. C'est un très bon café d'après-midi. Et moi, ce que j'appréciais, c'était qu'il était crémeux en bouche. Il avait vraiment une texture qui était incroyable. Une finale vraiment voluptueuse dans le fond de ma bouche quand que je l'avalais. Et je n'étais pas plus réveillée parce qu'il était décaféiné, mais j'étais néanmoins 100% satisfaite de mon expérience. Alors, je l'aurais dit, c'est le ZZZ décaf. ZZZ décaf. Puis on est au Canada ici, fait qu'on dit Z en anglais aussi, parce qu'on est comme les Britanniques. ZZZ décaf de The Library Specialty Coffee qui vient de Toronto. C'est le café que je vous recommande aujourd'hui. Mieux. Alors... C'est fini. J'ai fini de parler pour tout le reste de l'épisode. Ah, après, on va juste se regarder dans les yeux. Oui. Alors, That's a joke, Jerica! Yeah! Yeah! Alors, on va prendre notre petite couverture, notre petit café des cafes, et on va t'écouter, Catherine. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le temps des vieux procès avec Catherine et Audrey. Yeah! Alors, voici un vieux procès dont j'ai appris l'existence grâce à une auditrice, Chloé, qui faisait de la recherche dans les vieilles archives et a trouvé une liste dont je ne peux vous révéler la nature tout de suite parce que ça va gâcher le punch de mon histoire. Mais là, sur cette liste, il y avait une série de noms et il y avait un individu qui avait un nom que j'ai trouvé assez le fun. Puis je me suis dit, je me demande qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là. Et que j'ai commencé à faire des recherches pour réaliser que, malheureusement, personne n'a jamais rien écrit d'intéressant à propos de cet homme. Même s'il a un très beau nom. Maudit journaliste de l'époque. Maudit journaliste de l'époque, c'est ça. Donc, personne n'a jamais rien écrit d'intéressant à propos de cet homme qui a le beau nom de Stanislas Barrault. À part un quelconque dame qui a écrit tout le procès au complet et une dame de la Société d'histoire de la Prairie qui a écrit un petit article sur Stanislas Barrault. Alors, ce sont mes deux sources. Ce n'était rien pour me décourager parce que l'histoire que je vais vous raconter se déroule à la Prairie, sur la Rive-Sud. Et moi-même, j'ai grandi juste à côté de la Prairie. C'est comme si ça aurait pu m'arriver, mais en fait, non, parce que ça s'est déroulé en 1865. Ça n'aurait pas pu m'arriver pantoute, c'était une petite blague. Mais c'est ça, même s'il y avait très peu de sources. Écoute, une fois que je t'ai lancé là-dedans, là,
J'en ai fait ma vendetta personnelle. J'allais finir par écrire le maudit cas de Stanislas Barrault. Et je peux vous annoncer, chers auditeurs et auditrices... Rien ne peut l'arrêter. Alors, je peux vous dire, chers auditeurs, chères auditrices, que j'ai commencé à faire des recherches sur ce cas en avril. Et là, on est en septembre. Elle me tease depuis tout ce temps-là, mesdames et messieurs. Là, j'ai ça dans ma tête depuis tout ce temps, puis j'ai été interrompue dans mes recherches par le FLQ qui m'a complètement obnubilée. Mais là, c'est le temps, enfin, de vous raconter l'histoire de Stanislas Barrault. Je me peux plus. Nous allons donc remonter dans la machine, nous allons monter dans la machine à voyager dans le temps pour remonter dans le temps et aller en 1865 et en apprendre un petit peu plus sur Stanislas Barrault qui était surnommé, selon, c'est le sous-titre de son procès, le meurtrier, l'incendiaire et le voleur. Ta-da! Tous ces titres-là juste pour lui, non mais faut. Juste pour lui! Écoute! Hey! High achiever! Êtes-vous prête et prêt à mettre un petit peu de Stanislas Barrault dans votre café? Yes sir! Je t'écoute mon chum. OK. Alors, j'ai adopté une formule différente pour vous raconter cette histoire. On va faire des allers-retours à partir du procès. Donc, on est au procès et on va faire des flashbacks et découvrir avec des flashbacks, des analepses, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, notre histoire commence au procès d'un individu nommé Stanislas Barrault. Nous sommes le 28 septembre 1865 à la Cour de Montréal et une foule est amassée à la cour ce jour-là pour voir ce cher Stanislas Barrault comparaître devant le juge et le jury pour le premier jour de son procès. Fait que là, on se met dans le mode de l'époque, on porte des corsets, puis des petits chapeaux, puis les femmes se font regarder de travers parce que c'est des femmes, puis tout le monde est très, très, très caucasien. Et les hommes ont des moustaches. Oh! Et des monocles. Oh! Et des monocles, c'est vrai. Ils ont fume en dedans. Peut-être une canne aussi, et un cigare. So fancy! Pour vous mettre un peu plus dans le mood, voici un extrait du procès qui a été écrit par une personne quelconque et publié par les éditions J.N. Duquette et compagnie. Donc, c'est pas... Le texte du procès n'était pas signé, ce que j'ai pas compris. Mais je vais vous citer quand même tout au long de cet épisode. Donc, voici une description de la cour, selon ce quelconque quidam. Je sais pas si vous allez l'aimer, mais en tout cas, moi, je l'aime pas tant que ça. Je cite. Barrault est à la barre, et pour la première fois que nous le voyons, nous sommes frappés de sa physionomie. Barrault son front bas... Barrault est à la barre. C'est même pas une joke, il fait juste mal écrire. Son front bas est couvert d'une épaisse chevelure, son nez fin et un peu relevé, sa petite moustache dont les bouts relevés forment une barre horizontale en forme de chaloupe de régate, sa bouche petite, ses lèvres collées une contre l'autre, laissant projeter sa lèvre inférieure. Son teint réjoui et un peu marqueté de taches rouges forment un ensemble que deux petits yeux noirs très vifs animent et rendent intéressant. Il a dit que sa moustache est en forme de bateau. De chaloupe de régate. Wow! Envoyez-nous des photos de ce que vous pensez que ça a de l'air. Il y a beaucoup de descriptions colorées dans cette histoire-là, vous allez voir ça. Donc là, malgré son air de chérubin à la lèvre inférieure proéminente, Barrault est à la cour pour une histoire sordide, atroce, violente à l'excès. Un double meurtre et un incendie criminel. Hey, il y a une fin de semaine pas mal occupée. Voudrais-tu deviner quel âge il a, Stanislas Barrault? Effectivement, c'était une fin de semaine occupée, puis ça s'est passé un dimanche. Voudrais-tu deviner son âge? Bien sûr. Ben, à l'époque, on vivait pas très vieux. Avec sa moustache, puis son toupette, puis sa lèvre. 21. T'es proche. Malgré son nom de vieux monsieur, il me semble Stanislas Barrault, c'est pas super hip and cool. Toutes les Francine, Monique et Gisèle de ce monde ont déjà eu 18 ans. Ont été jeunes un jour. Et belles. Écoute. Vous étiez belles, mesdames. Vous l'êtes encore. Ben oui. Alors, Stanislas, il n'a que 23 ans. J'étais presque! T'étais vraiment proche. Close but no cookie. L'avocat de la couronne se nomme Maître Ramsey. Celui de la défense se nomme Maître Clark. Et les deux sont des spécialistes du niaisage. Et là, ils niaisent pendant très longtemps par rapport à l'assermentation des jurés. Parce que le Maître Ramsey, l'avocat de la couronne, veut avoir un jury francophone et Clark veut un jury mixte, francophone et anglophone, parce qu'il parle juste anglais. Là, il y a des femmes en arrière qui sont comme « Non, peut-être c'est le jury », puis ils sont comme « Oh my God, fuck off! » Oh my God, va-t'en! Qui t'a laissé rentrer dans la pièce? Va me préparer des sandwichs! Fait que finalement, c'est le Maître Ramsey qui gagne et fuck la mixité et les anglophones, ça va être un jury juste francophone pour Stanislas Barrault. Qui était le FLQ qui dit « Yes! » Yes!
Le procès peut enfin débuter après ces quelques pages de tatouinage. Alors, Maître Ramsey commence par mettre la table. Pourquoi est-ce qu'on est là? Eh bien, voici l'histoire, selon l'avocat de la couronne. Le 27 mai 1865, Stanislas Barreau a quitté Montréal pour se rendre dans le comté de la Prairie. Yeah! Il s'en allait... Excellent. Yeah! Il s'en allait à la chasse, qu'il a dit, et passerait la nuit, on ne sait où. Le lendemain matin, c'était un dimanche. Tout le monde s'en allait à la messe. Pendant que presque tout le monde était en train de communier avec le bon Dieu, Stanislas Barreau s'est pointé chez un certain monsieur Alexis Moquin. Stanislas Barreau avait vécu toute son enfance à la Prairie et entre l'âge de 13 et 17 ans, il avait été un homme engagé sur la ferme d'Alexis Moquin. On aurait dit que Stanislas s'en allait rendre visite à son vieux chum, tu sais. Son ancien boss, hey! Son ancien boss, hey! Sauf que son ancien boss n'est pas là. En effet, en ce beau dimanche, Alexis Moquin, sa femme Lucie, son fils Casimir et la femme de son fils étaient tous partis à la messe. Casimir. Donc, Alexis, c'est le plus vieux de la gang, même s'il a un nom plus jeune selon nos standards d'aujourd'hui. Et il y avait son fils Casimir. Et donc, lui, Alexis Moquin, sa femme, son fils et sa belle-fille sont tous partis à la messe. Et avant de partir, Casimir Moquin a confié ses 2 petites filles à Marie-Louise Sauvage et Délima Duquette, qui étaient les 2 servantes. Ils ont Marie-Louise... Je sais, Marie-Louise Sauvage, c'est malade. Donc, Marie-Louise Sauvage, elle avait 30 ans, c'était une vieille peau. Et Délima Duquette, c'était une petite jeunesse de 14 ans. Oh! Oh! Alors, Casimir part à la messe et confie ses 2 petites filles aux servantes de la maison. Bon. Alors, tout random, s'est pointé Stanislas Barreau. Sup? Il était tout équipé pour la chasse, muni d'une carabine et d'un pistolet. Il a expliqué qu'il s'en allait à la chasse au gibier dans le coin, peut-être au renard, comme Joseph Ruel. Y a-tu du gibier à la prairie? Ben, dans ce temps-là, c'était tout des champs. Ouais, c'est vrai. Candiac, ça n'existait pas. Fait que non, là, t'as raison. Là, Stanislas a demandé à Marie-Louise s'il pouvait rester à déjeuner chez les Moquins. Et Marie-Louise connaissait bien Stanislas. Il avait travaillé à la ferme pendant 4 ans. Elle était très heureuse de le laisser entrer. Et elle s'est empressée de lui servir à manger. « Hey! Good to see you, buddy! Qu'est-ce que tu fais de bon, là? Ça fait 5 ans que t'es parti. Qu'est-ce que t'as fait de bon? » Fait que là, de retour au présent, au procès. Là, on a mis la table, tu sais. Mais là, vous allez me dire, c'est bien relax, cette histoire. On a littéralement mis la table. Vous allez me dire, c'est bien relax, cette histoire, et je suis d'accord avec vous. Mais c'est alors que s'avance pour témoigner une jeune demoiselle, la petite Délima, 14 ans, la servante de la maison. Qu'est-ce qui se passe, Délima? Voici la description qu'en fait l'individu qui a écrit le procès. C'est une jolie enfant de 14 ans, ayant de grands yeux bruns, portant un petit chapeau de feutre fait en forme de bonnet écossais, plus large que haut cependant. Oh! Ses attaches de chapeau sont brunes. Elle porte un gilet à manches en drap bleu avec des boutons jaunes. Un petit collet blanc achève de lui donner un air de propreté et presque d'élégance. Wow, presque d'élégance. Hey, je te dis qu'il se laisse aller dans la description, l'individu. Oui, il y en aurait Balzac qui a appelé puis il fait dire calme-toi. Voici ce que Délima a commencé à raconter à la cour. Alors, je vais vous le faire avec une petite voix de fille. Non, c'est une joke. Elle se trouvait dans la maison de Monsieur Moquin. Elle se trouvait dans la maison de Monsieur Alexis Moquin le 28 mai dernier, le dimanche. Elle y travaillait comme servante depuis 1 an, ce qui est terrible parce qu'elle avait 14 ans. C'est épouvantable, pauvre fille. Alors, elle raconte avoir vu l'homme à la barre, Stanislas Barreau, se diriger vers la maison de Monsieur Moquin. Délima, elle a juste 14 ans, elle est là depuis 1 an. Elle ne connaît pas Stanislas, il était parti avant qu'elle commence à travailler là. Mais néanmoins, Marie-Louise Sauvage, elle semble le reconnaître et l'a laissé entrer. Oh, le scandale! Un homme dans une maison avec une femme toute seule et un petit enfant de 14 ans. Enfer et damnation! Alors, en entrant dans la maison, Stanislas a demandé à Marie-Louise Sauvage où se trouvait tout le monde. Ben là, mon Stan, tout le monde est à la messe, arrive en ville, lui a répondu Marie-Louise. Hein? Hey, on est en 1800 kek, là. On est pas parti jouer au pickleball. Il est 9h le matin, c'est sûr qu'on est à la messe. C'est long, la messe, là. Stanislas s'est donc installé à la table pour son déjeuner, on s'en rappelle, il avait demandé à manger, et Marie-Louise lui a offert une tranche de jambon. Mais ça, c'était pas assez bon pour Stanislas. Oh non! Stanislas lui a expliqué qu'il revenait des États-Unis et qu'il ne mangeait plus de viande depuis son retour parce qu'il était, et je cite, en remède. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Il était devenu vegan, là. Il avait eu son expérience spirituelle, là. Il est allé à Coachella. Il y a eu toute une expérience aux States, on va en reparler, par exemple. Oh! Donc, Marie-Louise Sauvage lui a, à la place, offert du pain, du beurre et du thé, ce qui est bien gentil de sa part, on s'entend. Et là, ensuite, Délima raconte que Stanislas et Marie-Louise sont allés faire un petit tour dans le jardin. Rien qu'eux autres. Oh. Peut-être que Stanislas, 23 ans, était intéressé par les femmes d'expérience, comme Marie-Louise, 30 ans. Alors, pendant leur balade, Délima les regardait par la fenêtre, j'imagine, parce que sinon, d'où c'est que ça vient, tous ces détails-là qu'elle raconte à court, tu sais? Oui, hein? Elle a dit des menteries.
On ne sait pas. Mais là, le témoignage de Delima est soudainement interrompu par le maudit maître Clark qui lui demande de parler plus fort, puis ensuite qui demande de faire traduire simultanément le témoignage parce qu'il parle pas français. Mais là... je serais déconcentrée, là. Fait que là, il se fait répondre par le juge de fermer sa gueule et d'écouter la pauvre petite Delima qui a juste 14 ans, puis c'est pas sa faute si elle parle pas fort. Fait que le témoignage reprend. En rentrant de la balade au champ, Marie-Louise avait des herbes pour la soupe. Elle a commencé à préparer le lunch et a invité Stanislas à rester, lui indiquant qu'Alexis Moquin serait sûrement très heureux de le voir à son retour à la messe, tu sais. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et là, Stanislas a dit qu'il resterait bien, mais il peut pas rester, malheureusement. Il y a une très très bonne excuse, c'est parce qu'il y a pas des assez bonnes bottes. Mais t'es en dedans. Puis t'avais prévu à la chasse. Je sais pas c'est quoi, je comprends pas. Alors ensuite, Marie-Louise Sauvage est montée à l'étage pour préparer un lit pour une raison quelconque, et Stanislas l'a suivi en haut. Et tout à coup, Delima a entendu un gros barda. Stanislas a tiré un coup de feu, et Marie-Louise est accourue en criant « Stanislas! Stanislas! » Elle est entrée dans la salle attenante à la cuisine où se trouvaient Delima et le petit bébé de Casimir Moquin. Et là, Stanislas est entré, il a tiré un autre coup de fusil, bang! Et là, quand Delima raconte tout ça au procès, la contenance de Stanislas Barreau ne change pas. Il la regarde avec une expression impassible. Il a du sang-froid, cet homme. Ce tueur. Il a des nerfs d'acier. Alors Delima reprend son témoignage. Il était environ 10 heures du matin à ce moment-là. Stanislas tirait comme un fou furieux avec sa carabine. Delima est allé se cacher en dessous d'une table. Par la suite, on a retrouvé des balles. Dans un dossier de chaise, dans un panneau de table, dans un cabaret, dans un mur et dans le plancher. Alors pendant que Stan tirait comme un fou furieux, Delima avait le petit bébé Moquin dans ses bras et elle a fermé les yeux en entendant les coups de pistolet. Elle faisait la morte sous la table. Elle a vu Stanislas tirer une couverture pour recouvrir un corps inerte, celui de Marie-Louise. Oh non, Marie-Louise! Et puis, Delima a vu Stanislas craquer une allumette et mettre le feu à la paillasse du lit. Il est sorti ensuite de la pièce et a fermé une porte derrière lui, s'aventurant probablement plus loin dans la maison. Delima était pétrifiée. Elle a attendu 15 minutes puis s'est relevée, appelant Marie-Louise. Louise Sauvage! Louise Sauvage! Je sais pas pourquoi qu'elle appelait pas Marie, mais c'est pas grave. Mais là, Marie-Louise, elle répondait pas. Delima est entrée dans la chambre, et elle a vu Marie-Louise par terre, immobile, elle était morte. Elle a aussi vu Justine Moquin, la fille de Casimir Moquin, l'autre fille, qui était elle aussi décédée. Alors Delima s'est sauvée par la porte en arrière, laissant la porte grande ouverte en sortant. Elle traînait toujours le bébé de Casimir Moquin dans ses bras et s'est réfugiée chez un voisin, Damas Sorel. Delima termine son témoignage en décrivant ce que portait Stanislas Barreau ce jour-là. Attendez! Vous allez voir, c'est un beau portrait. Il portait une paire de pantalons à carreaux noirs et verts, une veste noire et un chapeau noir avec un petit ruban autour. Hey, c'était beau. C'était un monsieur pas mal stylé, là. Et c'est ici que se termine le témoignage de Delima. Au grand bonheur de M. Clark qui comprenait rien parce qu'il parlait pas français puis il était pas capable d'écouter comme du bon. Speaking English! Puis là, tout à coup, là, l'individu qui écrit le procès, il change d'idée. Puis il dit que Stanislas Barreau, il avait l'air troublé pendant l'histoire de la tentative d'incendie. Pas pendant l'histoire de meurtre, mais l'histoire de la tentative d'incendie. Puis il est redevenu calme. Hey, il donne des bons détails, pareil, le journaliste. Alors ensuite arrive... ce monsieur-là, là. Écoute, alors ensuite arrive le grand connétable Bissonnette, qui est le meilleur titre au monde. Patrick Bissonnette. Le grand connétable Patrick Bissonnette arrive, et il est assermenté, et présente au jury des pièces à conviction. Une paire de pantalons avec des carreaux noirs et verts, une veste noire et un chapeau noir avec un petit ruban sur le dos. Il les a obtenus lors de l'arrestation de Stanislas Barreau. Ses vêtements sont présentés au jury et ils correspondent à la description qu'en a faite la petite Delima. Coïncidence! OMG! Je ne pense pas. Je ne pense pas. Par la suite, un homme du nom de Guillaume Guibault est assermenté. Je sais. Guillaume Guibault. Il raconte que, suite à la fuite de Delima, tous les hommes du voisinage ont été appelés pour aller éteindre l'incendie chez les Moquins. Pendant ce temps-là, Guillaume Guibault, il est allé dans le bois avec des soldats pour chercher Stanislas Barreau. Dans la forêt, il a trouvé une boîte de cire à moustache et 19 balles. Il n'y avait aucune marque distinctive sur les balles, mais Guibault, il est convaincu que ce sont les mêmes que celles qu'il a trouvées dans le bois, que celles qui vont dans le fusil à Stanislas Barreau. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est ça, je l'ai mal dit, mais c'est ça. Correct. Ensuite vient le tour de Casimir Moquin, le fils d'Alexis Moquin. C'est sa fille Justine qui a été tuée par Stanislas Barreau, en plus de Louise Sauvage. Alors Casimir raconte que, quand il est sorti de la messe, son beau-frère est venu lui dire que Louise Sauvage puis la petite Justine étaient mortes puis sa maison était en feu. Ce qui est quand même une sortie de messe pas le fun. Non. Fait que là,
Casimir s'est rué chez lui et le feu n'était pas encore éteint. Il s'est aventuré à travers la maison en feu et est descendu dans le sous-sol. Et dans le sous-sol se trouvait un coffre qui contenait une boîte en bois qui contenait... C'est comme l'arbre est dans ses feuilles. Donc, il y avait un coffre avec une boîte qui contenait de l'argent et quelques copies de testament. Et le coffre avait été défoncé et la boîte à l'intérieur avait été dérobée. Oh non, ça c'est soif. Il y avait dans la boîte pour environ 500 $ de louis d'or, de monnaie et d'argent en rouleau. Oh! Mon calculateur d'inflation, il va pas jusqu'à 1865, fait que j'ai pas pu vous dire combien que ça fait. Mais peut-être ce serait environ 20 000 $ aujourd'hui. Ça faisait 12 000 en 1914, la date la plus lointaine à laquelle mon calculateur voulait calculer. Fait qu'en tout cas, 500 $, à peu près 20-25 000 $ aujourd'hui. En tout cas, la boîte avec l'argent, elle a été retrouvée le lendemain par la mère de Casimir dans la cour. Et bien sûr, parce qu'on est en 1865, le nom des femmes n'est jamais mentionné, fait que c'est la mère de Casimir. Yeah. Le bord du couvert de la boîte était renfoncé, et la boîte ne contenait plus l'argent. Mais là, est-ce qu'on vient de découvrir le motif du crime? Un vol de 500 $ en louis d'or? Selon Casimir Moquin, c'est possible. Celui-ci explique à la cour que il connaît Stanislas Barrault depuis 10 ans. Je le connais. Stanislas demeurait chez un oncle à Casimir et il est venu vivre chez Alexis Moquin, le père de Casimir, pour faire son entretien. Je sais pas c'est quoi. Fait que ça devait être son éducation de jeune homme. Il est resté pendant 1 an. Non, c'est ça. Je vais faire le ménage, là. Il est resté pendant 1 an, il est parti, puis il est revenu pour une couple d'années. Il travaillait comme homme engagé sur la ferme et il y avait bien les 500 $ du père Moquin dans la maison à cette époque-là. Et Stanislas était au courant de l'existence de la fortune du père Moquin et de son emplacement. L'argent est toujours demeuré dans la même boîte, dans la même chambre. Selon Casimir, c'est impensable que Stanislas n'ait pas été mis au courant, parce qu'il a passé plusieurs années là-bas. Ils en parlaient souvent entre eux. Et devant Stanislas Barrault, après tout, ils avaient confiance en lui. Ils ne prenaient pas la peine de se cacher. Alors, le grand connétable Bissonnette, responsable de l'enquête, va ensuite chercher une pièce à conviction. La maudite boîte à argent! Oh non! Il s'agit d'un coffre de pain de 12 pouces de long, 7 pouces de large et environ 10 pouces de profondeur. Le bois est teint rouge. Le haut de la paroi où se trouve la serrure est fendu sur toute la largeur. Oh non! Oh, le grand connétable va ensuite chercher l'argent. C'est l'argent qui était en possession de Stanislas lors de son arrestation. Et le grand connétable procède ensuite à présenter à peu près une à une toutes les pièces d'argent. C'était infiniment plate à lire. Oh non! Il a aussi expliqué comment chaque pièce avait été... C'est vraiment ça! Oh là, non! Non! C'est comme, Monsieur Moquin, reconnaissez-vous cette pièce? Oui, ça ressemble à 5 pièces que mon père possédait. Monsieur Moquin, reconnaissez-vous ça? Oui, ça ressemble à... C'était long! C'était plat! Non! OK, mais là, c'est ça. Il explique aussi comment il les a retracés, puis il y avait un détail qui était intéressant. Ça vaut la peine, je vous le raconte. Quelqu'un a informé le connétable Bissonnette qu'une certaine femme qui s'appelait Louise Loiseau avait déposé de l'argent à la caisse d'épargne. Mr. Connétable a demandé qu'on lui remette le cash, il allait à la caisse d'épargne, puis le commis de banque il a accepté, puis il a enquêté pour une enquête. Ensuite, il a reçu l'information qu'une certaine Eliza Hunt avait acheté une paire de bottes chez un certain Monsieur Henderson. Alors, Connétable Bissonnette est allé chez Monsieur Henderson, puis il a demandé à Monsieur Henderson « Peux-tu avoir l'argent de cette transaction? On pense que c'est peut-être lié à l'histoire de Stanislas Barrault. » Alors, Monsieur Connétable a fait envoyer un subpénat pour avoir le droit de récupérer l'argent. Et le lien entre Louise Loiseau et Eliza Hunt, on va y revenir un peu plus tard. Mais en tout cas, moi, ça me faisait bien rire qu'il avait servi un subpénat au pauvre vendeur de chaussures pour avoir l'argent. En tout cas, il a réussi à un moment donné à récupérer tout l'argent, puis là, il a demandé à peu près une à une à Casimir Moquin s'il reconnaissait les pièces d'argent, puis il les a toutes reconnues. Et ce fut la pire journée au tribunal de l'histoire du tribunal. C'était plate à mort. Puis il reconnaissait tout, là. Il reconnaissait les types de pièces, puis les traces d'humidité sur les billets, bla 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 bla. OK. Et là, Casimir, il explique ensuite que Stanislas n'a jamais eu à sa connaissance de chicane avec Marie-Louise Sauvage. En fait, ils étaient des amis. Pendant sa 2e année chez les Moquins, donc quand il avait 14 ans, Barrault avait pogné une maudite grosse grippe et c'est Marie-Louise qui l'avait soigné. Oh. Dans ce temps-là, c'est comme dans Jane Austen, ça te prenait 3 semaines à lutter pour te remettre d'une grippe, là. Oh. Puis des sangsues c'est elle qui l'avait soigné. Ah oui, surtout, des saignées. Fait que là, il s'entendait à merveille. Rien ne laissait présager que ce cher Stan allait péter une fuse et tuer Marie-Louise. Oh non! Les parents de Casimir Moquin, Alexis Moquin puis Madame Chose, qu'on sait pas son nom parce que c'est une femme, confirment ces affirmations. C'est assez répétitif, alors je vais vous épargner les détails, puis on va passer à Rémi Dufresne, le docteur qui vient témoigner. Il a fait une autopsie sur le corps de Marie-Louise Sauvage.
Elle avait les cheveux noirs, elle mesurait 5 pieds 2 et semblait en excellente santé. Elle est morte des suites des coups de feu. Dufresne a identifié 6 trous de balles sur la demoiselle. Quel crime haineux! Tu pourrais juste tirer une balle dans la tête si tu voulais la tuer. Mais non, 6! Oh! Elle avait un trou à la joue, un au sein, un au bras, 2 dents, le gros du bras droit. Et je cite, le gros. J'imagine que c'est ton bras, pas ton avant-bras. Mais le gros du bras. Elle avait peut-être des gros bras. Et finalement, elle avait un trou à l'épaule. Et c'est la balle qui a pénétré dans son sein qui l'a tué parce qu'il a transpercé son poumon et perforé son cœur. Oh non! On dirait comme de la poésie, mais c'est comme pas de la poésie. Il est donc d'avis que quiconque a tiré sur Marie-Louise Sauvage est responsable de sa mort. C'est indéniable. Ben là. Ensuite arrive le témoignage de Edward Enright, un policier. Le lendemain des meurtres, Edward Enright est allé à la prairie avec le chef de police du coin pour commencer à interroger les habitants de la prairie. Stanislas était encore en cavale à ce moment-là. Alors, il a entendu dire, Edward Enright, qu'un des habitants de la prairie s'était fait voler son canot. Je l'ai caché dans ma moustache. Dans ma moustache en forme de frégate. Alors, c'était une histoire que l'agent Enright avait envie d'élucider. Alors, il a tout de suite enlisté le pauvre bonhomme qui s'était fait voler son canot. Ils ont embarqué dans un autre canot, puis ils ont ramé de la prairie jusqu'à l'île aux Hérons, qui est une île qui se situe dans les rapides de la Chine, à l'ouest de l'île des Sœurs. What? Okay. Mais apparemment, c'était comme l'île la plus proche quand ils traversaient. OK. Fait que le brave policier et le pauvre monsieur se sont rendus là pour voir si le canot dérobé et le dérobeur s'y trouvaient. En vain. Ils ont ensuite ramé jusqu'à Montréal et ont commencé à suivre le rivage jusqu'au pont. Et là, si j'ai bien compris, puisqu'on est en 1865, ça doit être le pont Victoria, qui, dans ce temps-là, s'appelait le pont du Grand Tronc. Big Trunk. Oh! Oh! C'est bien cute! J'espère que c'est comme un gros tronc qu'on avait juste déposé de la Rive-Sud jusqu'à Montréal. Mais on espérait qu'il ventait pas trop. Saviez-vous que c'était, dans le temps, le pont ferroviaire le plus long jamais construit et que le pont Victoria était considéré pour cette raison comme la 8e merveille du monde? Oh, dans Vous pouvez pas dire que j'ai pas fait de recherche. Fait que c'est ça. Hey, on en apprend des affaires, c'est éducatif, notre affaire. Fait que là, en tout cas, près du pont Victoria du Grand Trunk, ils ont spoté un canot! Fait que là, le pauvre habitant de la prairie a tout de suite dit « Oui, c'est mon canot! » Puis là, il y avait 2 petits jeunes qui étaient en train de jouer avec le canot. T'es comme « Hey, get off my lawn! » Fait que là, le policier leur a demandé ce qu'il faisait avec le canot, ce à quoi les enfants ont répondu que c'était pas de ses affaires. C'est ça que ça disait dans le procès. C'est pas de vos affaires, ça! Fait que là, ça finalement... date pas d'hier que c'était impertinent des petits avant. Non, c'est ça. Écoute, c'est comme les enfants dans l'histoire de Mary Gallagher. Ouais, marche en chenille! T'es qui, toi? C'est notre canot! Cocu! Fait que là, finalement, les enfants, ils ont révélé aux policiers qu'ils avaient emprunté le canot à un homme qui correspondait à une photographie de Stanislas Barreau que leur a montré la police. Oh, il y avait des photos! Il y avait une photo! Fait qu'il a dit, ça a-tu rapport avec cet homme-là? Puis les enfants ont dit, ouais, c'est lui qui nous a donné le canot. Il est là-bas. T'en train de chiller là-bas, il se fait bronzer sur le bord de la plage. Non, mais pour vrai! Fait que là, ils avaient retrouvé le canot, puis ils savaient que Stanislas c'était pas loin, tu sais. L'enfant leur a indiqué comme des gens qui marchaient plus loin, puis ils étaient comme « Oui, c'est un de ces messieurs-là! » Puis là, ils ont vu, le policier a vu un homme passer par une brèche dans la clôture près du pont du Grand Trunk et disparaître. Fait que là, le policier a dit aux enfants de pas s'approcher de l'homme s'il le voyait, puis il s'était lancé à sa poursuite. Il est dangereux. Là, on sait pas si l'autre il a pu ravoir son canot ou si les enfants étaient comme « Non, c'est nous! » On l'a trouvé maintenant! Fait que là, il y a un des garçons qui a accompagné le policier pour aller regarder dans le trou de clôture, tu sais. Puis l'homme était plus là, mais ils ont repéré un sac d'argent au sol. Avec un gros signe de piastre dessus. Ce lot faisait partie de tout l'argent qui a été identifié par notre gentil Casimir Moquin tantôt. Oh my God! Fin de témoignage Edward Enright, c'est la fin de ça. Il a juste arrêté là. Oh well, il est parti. Bye. Ben finalement, je l'ai pas trouvé, il est passé dans le trou de la clôture puis fini de Je cours pas, moi j'ai même pas de running shoe. Fuck off. En tout cas, je suis fatiguée là. Fait que là... Ensuite, une jeune femme du nom de Isabelle William vient témoigner. Oh. L'individu quelconque qui a rédigé cet ouvrage fait ce commentaire à propos d'elle, pardon. C'est une fort jolie personne, et qui ne porte pas d'une manière très évidente, à première vue surtout, les marques distinctives des femmes de sa triste position. Veux-tu deviner de quelle triste position on parle ici? Oh, moi je pense que c'était une femme de mauvaise vie. Absolument! Une femme de désordre. Une femme qui aurait eu des problèmes avec Pax Plante. Oui, donc exactement, il est en train de dire qu'elle ne porte pas les marques distinctives des prostituées. Whatever that means, maudit sexiste. C'est épouvantable, les commentaires du... À partir d'ici, les commentaires du commentateur, là, de l'écrivain, ils sont épouvantables.
Donc, je vous assure que c'est ça. Je mets un trigger warning pour le sexisme parce que ça volera pas haut pour la suite. Donc, Isabelle William vient expliquer ce qui suit. Aux alentours du 30 mai, Stanislas Barreau est venu passer la nuit à la maison où elle restait sur la rue Nicolas-Tolentin, qui est probablement la rue Saint-Nicolas aujourd'hui, c'est plus une rue qui existe. Elle ne lui a pas vu d'argent, mais elle a pris un verre avec lui. Et là, je cite l'auteur du livre du procès qui écrit « Elle regarde Barreau, dit qu'elle le reconnaît, leur regard se rencontre, et une très légère expression de bienveillance se voit sur les visages du témoin et de l'accusé. » Oh, de la romance! Oh. Ensuite, une autre femme de mauvaise vie, une autre prostituée, Élise Champagne, vient témoigner. Et elle est écrite en ces termes. Elle mastique délicatement, si c'est possible, de la gomme. C'est une brune, très passable, et mise proprement et avec élégance. Très passable! Cibolac! Hey, c'était dur de pas pogner les nerfs, là. Bon, donc elle était très passable, elle était pas trop laide, là, mais j'y aurais pas touché. Elle était pas vraiment très belle non plus. Fait que elle témoigne qu'elle demeurait à la fin mai à la même maison qu'Isabelle William. Et l'établissement était dirigé par une certaine Louise Loiseau! La madame qui avait fait un dépôt à la caisse d'épargne! Et Élise Champagne a dit aussi que Stanislas Barreau avait passé la nuit dans cet établissement avec une certaine Eliza Hunt! La madame qui s'achetait des bottes! Oh non! C'est pour ça. Il y avait de l'argent. Ensuite, un dude du nom de Norbert Sénécal, qui a un très bon nom, vient raconter qu'il a trouvé un gun sur le bord de l'eau à la prairie. Le gun avait l'air d'avoir passé ben du temps dans un milieu humide, dans la swamp du bord de l'eau. Un employé d'un armurier vient ensuite témoigner comme quoi il a vendu ce même gun à Stanislas Barreau le 21 ou 22 mai, soit quelques jours avant les meurtres. C'est la même marque et le même modèle. Il en est persuadé, c'est le même gun. Il dit que Stanislas lui a demandé de produire un moule pour les balles de ce revolver, ce que je comprends pas trop pourquoi il a demandé ça. Et là, ensuite, Stanislas est venu lui demander de réparer un revolver, un autre gun, le 27 mai au matin, fait que la veille des meurtres. Il y en a partout des fusils. Il y en a partout des fusils. Et là, l'armurier s'en rappelle parce que Stanislas lui a conté toute une histoire pendant qu'il lui remettait le gun puis que le gars, il travaillait à le remettre en état. Là. Il lui a dit qu'il y avait eu ce... C'est une bonne histoire pour vrai. Fait qu'il a dit qu'il avait eu ce revolver qui est un Colt pendant qu'il se battait avec l'armée américaine. Et il avait capturé un drapeau confédéré et qu'il y avait 18 balles qui avaient traversé le drapeau alors que Stanislas se sauvait avec son trophée. Fait que c'est ça qu'il faisait Stan. On est en 1865, quand il était aux États-Unis, puis il a dit qu'il revenait des États-Unis puis qu'il était sur un remède, là. Ben, il avait peut-être contracté une maladie pendant qu'il se battait pour le Union Army! Vive Abraham Lincoln! Au moins, il se battait du bon bord. Au moins, il se battait du bon bord. En entendant ça, Stanislas avait l'air d'espérer que ce témoignage lui attire la clémence de la cour. Hein? Il fait une face. Ah! Un drapeau confédéré, toi! Je suis du bon bord de l'histoire! Ah! OK. Ensuite, on a le chef de police de Kingston, en Ontario, qui vient témoigner. Oh! Le gars s'appelle Robert Shannon House. Oh! La maison de Shannon. Mais là, Kingston, en Ontario. Ben, imaginez-vous donc que c'est Robert Shannon House de Kingston, en Ontario, qui a procédé à l'arrestation de Stanislas Barreau le 10 juin. Hey, il avait fait un petit bout parce que c'est 3 heures en auto Kingston, puisque la famille de ma mère vient de là. Ah! Alors, M. Shannon House explique qu'il a reçu une information comme quoi il y avait un francophone qui serait arrivé de Montréal avec une quantité suspicieuse d'argent que les policiers croyaient contrefaite. Oh! Le francophone vivait dans la maison d'un certain M. Hibbard. Alors, le policier de Kingston avait entendu parler du meurtrier de la prairie et a supposé qu'il pouvait s'agir de la même personne, sauf qu'il n'y avait pas de mandat pour son arrestation. Alors, le chef Shannon House s'est pointé chez Hibbard et a demandé à 4 des hommes de faire le guet dehors alors que lui et 3 autres policiers entraient dans le domicile pour fouiller la maison. M. Hibbard leur a dit que Barreau était effectivement chez lui. Il leur a indiqué la chambre indiquée par Barreau. Il voulait pas de trouble, là, le monsieur qui tenait la maison. Fait que là, ils ont rentré dans la chambre. Il y avait personne dans la chambre. Ils ont fouillé en dessous du lit, la garde-robe. La chambre était vide. La police a ensuite couru à une deuxième chambre. Ah! Elle était vide encore. Ils ont regardé en arrière des rideaux, en dessous du lit. Il y avait personne. Puis ils ont passé à une troisième chambre qui était vide aussi. Puis ils ont regardé en dessous du lit. Puis ils ont remarqué. Oh! Ils ont remarqué qu'il y avait une armoire. Puis ils ont ouvert les portes de l'armoire. Puis dans l'armoire, il y avait Stanislas Barreau. Ah! Il n'était pas caché bien loin. Il était dans ses feuilles. Marie-Laure. Marie-Lé. Hey, c'est un épisode où on met des choses dans des choses dans des choses. Beaucoup. Fait que là, on a mis Stanislas Barreau dans une armoire. Fait que là... En dessous d'un lit. Stanislas était juste en chemise parce qu'il était en train de dormir ou de s'adonner à d'autres activités. Oh! Plaisir de la vie! Fait que là, les policiers l'ont fait s'habiller avec ses beaux pétalons carottés verts et noirs, là. Puis là, ensuite, ils ont fouillé la chambre. Ils ont trouvé plein d'argent. Puis là,
Shannon House a demandé des explications à Barrow, et Barrow lui a dit avoir gagné cet argent à Québec en travaillant pour un marchand de bois. Il a aussi affirmé être un homme de cage. Je sais pas ce que ça veut dire, pas en tout. Originaire de Québec. Il danse dans une cage. Il danse dans une cage au 281 et se dirigeait vers le Haut-Canada pour aller y faire fortune. Oh! Alors, Robert Shannon House lui a demandé s'il connaissait Alexis Moquin à la Prairie et s'il avait été dans l'armée. Tu sais, parce qu'on savait qu'il s'était battu pour le Union Army. Pourquoi tu parles de... Fait que là, Stan a répondu « Ben non, voyons. » Puis là, Robert Shannon House a crié « Attention! » Puis là, Stanislas a pris « La position du salut militaire! » Ah ah! Shannon House lui a alors demandé « Comment pouvez-vous prétendre que vous n'avez pas été dans l'armée? » Attends, c'était genre un automatisme, là. Ouais. Wow! C'était écœurant, hein, vous, là. C'est comme ça qu'il l'a coincé. Wow. Ouais. Wow, je suis stunned! Voilà. Il l'a coincé comme ça, en faisant un call to attention, puis l'autre, il s'est placé avec le salut militaire tout de suite. Wow! OK. Hey. Je suis flabbergasted. Hey, c'était écœurant. Ce détail-là m'a jeté à terre. J'avais trouvé ça tellement drôle. Fait que là, après ça, Robert Shannon House affirme que il n'a jamais parlé du meurtre à Stanislas. C'est plutôt Stanislas qui lui a tout confessé une fois dans le cab de la police. Tout. Parle-moi de ça un après-midi facile. Hey, on va arriver à la confession plus tard. Ouais, si je suis rentrée, pas de mandat, arrêter un gars qui nous a tout livré, puis après ça, on avait des causes pour l'arrêter pour vrai. Ça tombait, hein? Fait que là, on va arriver à la confession plus tard, mais Robert Shannon House jure que Stanislas Barrow lui a fait toute une grosse confession sans menace ni promesse, c'est juste en même. De même, ça y tentait. Au contraire, dit Shannon House, loin de lui l'idée de faire des menaces. Il a plutôt mis Stanislas Barrow en garde. Mais Barrow a répété la même déclaration plusieurs fois. Il était comme « Oh, t'es sûr que tu veux nous raconter ça? » Puis l'autre a dit « Oui, j'ai tué Marie-Louise Sauvage, j'ai tué Justine Moquin, j'ai mis le feu à la maison, blablabla. » Et lors de la dernière déclaration de Stanislas Barrow, le recordeur de la ville de Kingston était présent. C'est le gars de la cour, là. Comme Pacific Plante qui était recordeur. Fait que là, c'est bien legit, sa confession, on le sait. Alors ensuite vient une série de déclarations qui m'ont bien amusée. La première vient de M. Hibbard, le propriétaire de la maison où Stanislas Barrow a été retrouvé. Hibbard est questionné par la couronne et affirme tenir une taverne sans licence dans laquelle travaillent des filles, mais il veut pas dire il travaille en quoi. Oh, je sens qu'ils font pas de la comptabilité! Fait que là, la couronne se fâche et lui demande de quitter le box des témoins. Ça va faire, là, répondez à nos questions, sinon répondez pas bye. Bon. D'autres choses à faire. On a de l'argent à checker. On a de l'argent à checker, là. 1 cent, 2 cents, 3 cents. Ensuite arrive dans le box une femme qui est surnommée la Belle de Kingston. C'est une citation. Elle s'appelle Sarah Dwyer. Est-ce que vous êtes prêts à entendre une autre belle description pleine de male gaze? Let's go. Sarah Dwyer, Belle de Kingston, aux proportions assez considérables, mais n'ayant pas l'élégance de ses rivales de Montréal qui ont donné récemment leur témoignage, s'avance dans le box. Fait qu'elle était grosse pis pas aussi belle que les filles de Montréal. Mais c'est la plus belle de Kingston. Haha, Burn Kingston. Je sais pas si c'est Burn Kingston, mais si c'était la Belle de Kingston, écoute, moi, peu importe ses proportions, là, à mon avis, moi, je veux dire, elle était probablement pas mal cute. On connaît pas ses talents. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, son affaire de elle a pas l'élégance de ses rivales de Montréal, là. Hey, bonhomme, là. Hey. Prends ton trou. J'aimerais bien ça savoir de quoi qu'il avait de l'air, le gars qui a écrit ce maudit procès-là, parce qu'il jugeait pas mal le monde. En tout cas, la Dwyer, là, elle est pas mal amusante, elle a du front autour de la tête. Fait que, on lui demande si elle a déjà vu le prisonnier à la barre. Puis là, elle répond « Non, j'ai jamais servi à la barre. » Fait que là, tout le monde éclate de rire. Puis on lui demande ensuite dans quelle espèce de maison elle demeure. Puis elle répond « Dans une maison en pierre. » OK. Et quelle espèce de gens demeurent dans cette maison? De très jolies personnes, répond Sarah Dwyer. OK, je l'aime. C'est mon personnage préféré. Je sais! Moi aussi, je l'aime. Fait qu'elle a toutes détourné les questions comme ça. Puis elle a demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans la maison? Puis elle était comme, je fais du ménage. Puis elle était comme, seulement du ménage. Puis elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire dans une maison comme ça? En tout cas, elle était très drôle. Fait que finalement, elle a été renvoyée, elle avait rien de pertinent à raconter. J'aime tellement quand les old-timey travailleuses du sexe rient des procédures judiciaires comme ça, là, ça me fait chaud au cœur. J'adore ça. J'en reviens pas. En tout cas, avec sa personnalité, là, je suis sûre que c'est pas pour rien qu'elle se faisait appeler la Belle de Kingston. Fait que là, pour clore le procès, on va parler de la confession de Stanislas. Qu'est-ce qu'il a confessé exactement? Donc, là, il a fait une confession à M. Shannon House, mais après ça, une autre au grand Counitable Bissonnette. Les voici compilés ensemble. Best of. Stan était parti pour la chasse. Il a traversé à la prairie le samedi à 4 heures par bateau. Il s'est rendu à la maison de M. Moquin et il s'est caché dans la grange pour dormir pour la nuit là-bas, mais sans dire à personne qui était là. Fait que là, le lendemain, il a vu M. Moquin et toute sa famille quitter pour aller à l'église.
Puis, après ça, Stanislas est allé cogner à la porte. Il a demandé à manger. Puis là, il a dit à Marie-Louise Sauvage qu'il était fatiguée, fait qu'elle est montée à l'étage pour lui préparer un lit, et il l'a suivi, en lui disant qu'il était maître de la maison. Et puis, il l'a tué, ainsi que la plus vieille fille Moquin. Il n'avait pas l'intention de tuer le bébé Moquin, par exemple, ni Delima, ça, il l'a précisé. Too much. Ensuite, il est allé à la chambre de M. Moquin pour défoncer le coffre et lui voler sa boîte de cash. Et il a ensuite mis le feu à la maison et s'est sauvé. Il a acheté son revolver parce qu'il était vide. Comme dans les films d'action. Ouais, c'est ça. C'est un peu étrange, ça, parce qu'il a dit qu'il a acheté son revolver, puis selon le connétable Bissonnette, Stanislas aurait dit que si le gun avait été plein, il se serait probablement tué avec. Ce qui était un peu bizarre comme statement. En tout cas, Stan lui a aussi dit qu'il avait perdu la tête au moment des meurtres et qu'il avait quitté la maison sans trop savoir où il allait. Donc là, il a volé un canot, il a ramé jusqu'à Montréal et s'est caché dans le voisinage de la berge pendant une journée. Puis ensuite, il est allé au barbier sur la rue McGill pour se faire un makeover, se faire raser la moustache. Makeover. Et puis, il s'est fait conduire à la maison de prostitution de Louise Doiseau. Et le lendemain, il est parti. Tout beau, là. Il était rendu tout beau avec une petite coupe de cheveux. Et le lendemain, il est parti pour Lancaster, puis pour Kingston. Fait que là, il a vu l'histoire dans les journaux, le lendemain, quand il partait pour Lancaster. Et il a décidé que c'était pas sage de rester à Montréal, tu sais. Fait qu'il a essayé de se cacher chez des amis jusqu'à temps qu'il puisse trouver une manière de se rendre à Lancaster. Mais tout le monde a refusé de l'héberger. Donc, il a commencé à faire son chemin tout seul. Ouais, c'est ça. Fait qu'il aurait aimé comme se terrer là un peu pour que la poussière retombe, puis après ça, se sauver, mais il pouvait pas. Fait qu'il a commencé à faire son chemin vers Lancaster, à South Glengarry, en Ontario. Il marchait la nuit, il dormait le jour. Puis quand il est arrivé à Lancaster, il a pris un char pour Kingston. C'est là qu'il a trouvé une place dans la maison de M. Hibberd. Et là-bas, il a appris qu'un jeune Canadien était recherché pour meurtre. Alors, il s'est caché dans une autre chambre quand la police est arrivée. Et M. Shannonhouse l'a arrêté. Oh. Alors... And the rest is history. Et là, on va le rappeler, là, ça, c'est ce que le grand connétable et le policier de Kingston prétendent que Stanislas Barreau a confessé de lui-même sans avoir été menacé. En tout cas, on pourra faire des phases dubitatives et aussi en douter un peu. Fait qu'à la fin du procès, les jurés se retirent dans leur chambre de délibération. Ils délibèrent pendant 45 minutes et reviennent en apportant un verdict. De quoi? Je te le demande. Coupable. Oui, de culpabilité. Mais là, les jurés recommandent quand même Stanislas à la clémence de la cour. Pour quelle raison, demande le juge. Le porte-parole des jurés répond, et je cite, « Quoique nous ayons trouvé le prisonnier coupable, on doit toujours avoir pitié de son semblable. » Oh! Oh! T'as bien élevé. Et le juge répond, « C'est bien. » Et malgré cela, le juge condamne Stanislas Barreau à mort. Ok, ça est passé 15 pieds en haut de la tête. Ah, m'en fous. Alors, Stanislas Barreau est pendu à Montréal le 17 novembre 1865. Puis maintenant, je peux vous le dire, la liste qui nous a été envoyée par Chloé, c'était une liste de tous les exécutés du Québec entre 1854 et 1932. Stanislas Barreau y était listé, ayant été pendu pour le meurtre d'une domestique et d'un enfant. C'est ça qui a piqué ma curiosité. Et voilà, c'est ce qui conclut mon cas. Et maintenant, on peut parler de la culpabilité de Stanislas Barreau, si ça vous tente, parce que moi, je pense qu'il était probablement coupable. Il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui sont pointées du doigt. Mais à mon avis, l'histoire de « il nous a livré un témoignage sans qu'on lui fasse de menace », ça me semble être du pipeau! Ouais, moi aussi, je suis comme... En plus, dans ce temps-là, la brutalité policière, on n'en parlait pas vraiment, là, puis c'était comme... Non. C'est ça, je peux pas croire qu'il aurait tout livré ces informations-là sans se faire tapocher un petit peu par les policiers de Kingston. Ou se faire priver de nourriture, ou... Ouais. Non, moi aussi, je suis un peu dubitative. Mais merci pour cette histoire, ce old-timey crime. C'était vraiment... je vous ai enfin conté l'histoire de Stanislas Barreau! Hey, après m'avoir tease, c'est correct. Yeah! Je suis maintenant satisfaite. Ça valait-tu la peine? Ouais. Oui. Cool. C'est excellent. Plein de rebondissements. Moi, c'était les détails de « Est-ce que vous avez déjà été dans l'armée? » Non, jamais. Attention! Puis il fait le salut militaire. Oui, c'est vrai. J'étais comme, voyons donc! On dirait quelque chose dans une comédie, là. C'est... Mm-hmm. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça excellent. Et j'espère que vous aussi, à la maison, vous avez aimé ça. Laissez-nous savoir. unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez aussi nous écrire d'autres suggestions de crimes ou de café. Et sinon, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Mm-hmm. Nous avons aussi notre boutique Etsy où est-ce que vous pouvez vous procurer du swag de Un peu de crime dans ton café. Alors, vous pouvez nous retrouver au etsy.ca/shop/ un peu de crime. Mm-hmm. Vous pouvez vous acheter des jolis gaminets, des jolies tasses et vous pouvez
aussi profiter de notre offre spéciale d'octobre, où nous avons le t-shirt et la tasse de Paul Rose qui vous dit qu'on va l'avoir, notre café! Ben, Yes, en sir. tout cas, on n'aura peut-être pas eu notre pays, mais notre café, on va l'avoir pour vrai. Oh, on l'a! Et, sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Et si ça vous intéresse, on vous encourage à rester avec nous pour une histoire de Babine et de District 31. Les 2 minutes de Babine! Pou, 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 pou. Alright, partner. J'espère que t'es bien assis, parce que là, j'ai une histoire assez intense pour toi, là. Je suis encore dans ma berceuse, ça va bien. Vas-y fort. Ouais, je vais y aller fort parce que ça fait fort. Fait que c'est l'histoire de Poupou qui se rend au centre de détention avec Stéphanie Marlowe pour récupérer un échantillon d'ADN de Sean Davis. Sean Davis, on l'a déjà vu dans la première saison. Il avait déjà été arrêté par Magali Lépine-Blondeau pour... ouais, dans l'histoire de la pauvre petite fille Chose, là, Madame Chose, qui faisait de la prostitution juvénile, m'en rappelle. C'est ça. Il avait déjà été arrêté pour ça, puis pour une raison quelconque, il a été libéré, apparemment. Mais là, il se fait réarrêter, puis là, cette fois-là, ça se passera pas de même, là. Parce que là, oh que non, là, tout le monde est là-dessus. Alors, il s'est fait arrêter pour distribution et production de pornographie juvénile et meurtre! Parce qu'il a tué la personne qui filmait ses films. Et la dame avec qui il faisait de la prostitution juvénile dans les premières saisons de District 31. Non! Alors, notre cher Poupou se rend au centre de détention avec Stéphanie Marlowe. Alors, Stéphane et Stéphanie, ce n'est pas le début d'une émission pour enfants. Et j'espère que les writers de District 31, quand ils ont créé le personnage de Stéphanie Marlowe, la première fois qu'elle a eu une scène avec Stéphane Pouliot, ils ont fait « Ah, Simone! » Non, de là, il n'y avait pas d'autres noms qui existaient. De là, l'importance de vous faire des fiches de personnages. Peut-être qu'il y en a, on le sait pas. Écoute. Donc, ils se rendent au centre de détention pour prendre un échantillon d'ADN pour confirmer qu'il était bel et bien sur les scènes du crime. Oui. Et là, Poupou lui donne l'acte d'accusation et lui dit « Tu peux l'être, tu peux en faire des copies, j'en ai rien à foutre. Anyway, t'es ici pis tu sors pas, mon grand. Ha ha ha, c'est moi qui ai gagné. » Et là, Stéphanie Marlowe lui dit « Et moi, je vais prendre un échantillon d'ADN, alors monsieur, ouvrez la bouche. » Et là, notre dégueulasse, il dit « Ouvre la bouche, chérie, m'a t'en donné de la salive. » Alors Stéphanie Marlowe se lève avec son gros Q-tip et s'approche de lui. Puis là, le monsieur, il dit « J'aime pas ça, les piqûres. » Parce qu'il est tweet, tu sais. Puis là, Stéphanie Marlowe, elle dit « Non, 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 c'est pas une piqûre, c'est juste un petit Q-tip. » Puis là, le monsieur, il se lève, il l'attrape par la gorge, puis il avance dans la table. Non! Mais n'ayez crainte, parce que Stéphane Pouliot devient Super Poupou. Super Poupou! Fait que, il attrape notre méchant par le cou, avec ses beaux bras musclés. Oh! Avec là, ses gros bras, dans Yes, le gros du bras. Ouais. Puis là, il serre. Puis là, les agents correctionnels, ils arrivent, mais pas de stress, parce que Poupou, il est là. Puis il tient, le monsieur. Puis là, notre maudit tout croche, puis notre maudit chanceux, il s'endort dans les bras de Stéphane. Oh! Mais là, les aventures, ils finissent pas là. Parce que Stéphane et Stéphanie, ils retournent au district, tu sais, c'est là qu'ils travaillent. Ouais. Puis là, on voit que Stéphanie est ébranlée, puis là, Gabrielle, elle la voit, puis elle dit « Oh, ça va-tu? » Puis elle dit « Ben, il m'a sauté à la gorge. » Puis là, Gabrielle est fâchée de savoir qu'il était pas menotté, le méchant qui a tué 2 personnes. Ben, Là, effectivement, Stéphane, il est dangereux. Puis Stéphane, qui est beaucoup trop casual pour quelqu'un qui vient de péter la gueule à quelqu'un, il est comme à côté au comptoir, puis il est comme « Ben là, c'était pas Yannick Dubois, là, les nerfs, hein? » Mais là, comme qu'il dit ça, entre-temps, Babine et Jean-Loup, il avait été arrêté le goon de notre pédophile. Non. Puis le goon du pédophile, là, ma fille, c'est genre Nick Romano, mais 3 Nick Romano de large, puis il y a un demi-Nick Romano sur ses épaules. Oh non! Puis il est immense, le dude. Mm-hmm. Fait que là, lui aussi, il s'est fait arrêter. Puis là, il est en train de se faire ramener en salle d'interro, mais ça brasse, là. Ça brasse. C'est comme les patrouilleurs, ça revole. Bruno, il revole. Patrick, il revole. Le perchiste, il revole. La maquilleuse, elle revole. Fabienne Larouche, elle revole. Non! Fait que là, Scripted Stéphane, stress! il entend des cris. Alors Stéphane Pouliot redevient Super Poupou. Oui. Fait qu'il part en courant, puis il descend l'escalier en courant. Puis là, quand Stéphane y arrive, oh là, Patrick puis Bruno, ils se tassent pis sont comme « Ah ouais, Stéphane! Couche la terre! » Fait que là, Poupou y arrive.
Puis il pogne notre maudit. Puis encore une fois, le maudit tout croche. Il s'endort dans les bras de Stéphane Pouliot. Oh! Comme ses bras sont puissants! Oh, écoute ma fille! Puis là, on peut enfin amener le maudit déchaîné en salle d'interro. Et là, Gildor Roy y arrive. Défoncé, oui. Inquiète-toi pas, parce que c'est super Poupou qui l'amène en salle d'interro, là. Il y en aura plus de problème. Mm-hmm. Fait que là, Gildor Roy y arrive. Schlick, schlack, schlick, schlack. Puis il dit « Ah voyons, qu'est-ce qui se passe ici, Boswell? » Puis là, Babine, il dit « Ah, je sais pas, il est fort comme un bœuf, il est ça à poudre, le crack, il est nerveux, il sait que ça s'arrête pour lui. En tout cas, ça va pas bien pour lui, tu sais. » Fait que là, Gildor, il dit... il a fait un mix de toutes les phrases qu'il pouvait dire pour commenter la situation, même si ça n'a pas trop de bon sens. Ok, super. Fait que là, Gildor, il dit « Hey, je te dis, ça a pas d'allure aujourd'hui. Sean Davis, il a pogné Stéphanie Mollo à la gorge, pis là, ça. » Et là, Babine, de se retourner en mettant ses mains sur ses hanches et de s'exclamer « Calvaire que le monde est violent! » Il est mal placé pour parler, Babine. C'est ma ligne préférée de tout District 31. Je sais, on se l'a dit fréquemment, toi et moi. Calvaire que le monde est violent. Fait que, c'est ça que je voulais te raconter. Que Poupou, secrètement, il est fort comme un bœuf. Ben là, moi, je voudrais rétorquer là, que Babine, à moins qu'il y ait eu un vraiment gros changement dans sa vie, là, il est pas placé pour parler parce que dans la première saison, à un moment donné, il était frustré à cause du cas du petit Théo Gagnon, puis il est allé tout décrisser un séchoir à main qui fonctionnait mal, puis il l'a défoncé à coups de hache. C'est quand même assez spécial comme chose à regarder, oui. Ça, là. C'était vraiment... On a vu un autre côté de Patrick Bissonnette dans cette scène-là. Ah, mais moi, j'ai vu un autre côté de Stéphane Pouliot. Ouf! Ouf! Le côté de lutteur de la WWE. Yes, sir! Yes! Hey, en tout cas, merci mon chum de m'avoir conté ça, là. Ben oui, parce que maintenant, tu vas arrêter de voler le lunch à Poupou, là. Ouais, j'aurais trop peur qu'il me fasse un sleeper hold puis que je m'endorme. Fait que c'est ça, c'est beware of the Poupou quand il est fâché, là. C'est pas beau à voir. Ouais, c'est le genre de gars que tu vas avoir dans ton coin, ça. Pas qu'il joue contre toi. Dans ton coin, pis dans ton lit. Oh! Les deux! Hey! Merci beaucoup, mon chum. Ah, ça me fait plaisir, partner. Fait que jusqu'à la prochaine. 10-4. 10-4, mon chum.